Moi, je dirais le digital network, c'est l'expression première du matérialisme numérique. Ne serait-ce que cette année-ci, on a eu beaucoup de nouveaux professeurs qui sont arrivés. Bonjour Anne Cordier. Bonjour. Pourquoi les adultes fantasment-ils sur les addictions supposées des adolescents au numérique? Parce que les adultes fantasment peut-être de tout temps sur les pratiques adolescentes. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est récurrent dans l'histoire des pratiques culturelles, que d'avoir un clivage entre les pratiques effectives des adolescents et les discours qu'on tient à leurs propos, et notamment particulièrement les adultes. Donc pourquoi parce qu'on s'inscrit du coup dans une sorte de logique historique, mais aussi avec le numérique, ce qui peut-être est accentué, c'est le sentiment pour les adultes d'avoir face à eux un ado et un monde infini qui leur échappe. Je dis infini dans le sens où vraiment on ne voit pas les contours du monde numérique. Et pour les adultes, je pense que c'est angoissant. Ensuite, le fantasme vient très clairement aussi de discours médiatiques qui vont mettre en exergue des cas avérés d'addiction ou de pratiques dites déviantes. Le problème étant que, et en même temps ce n'est que à leur crédit, les parents s'inquiètent pour leurs enfants et pour les adolescents dont ils ont la charge, et nécessairement vont du coup développer eux-mêmes beaucoup d'angoisse. Les adultes, de manière générale, ont quand même tendance à fantasmer sur les pratiques adolescentes, numériques ou pas. Pour ces mêmes adultes, Serge Tisseron affirme que le danger des réseaux sociaux s'apparente au danger que pouvaient constituer pour les parents de ces adolescents les terrains vagues d'antan. Vous en pensez quoi? La comparaison de Serge Tisseron est intéressante parce que le terrain vague, typiquement, c'est le territoire sans règles, c'est le territoire sans frontières et c'est aussi le territoire des excès. Mais par contre, j'aurais tendance à rajouter à chaque fois derrière prétendu. C'est-à-dire que prétendument, c'est un territoire sans règles. Prétendument, c'est un territoire sans frontières. C'est-à-dire qu'en réalité, les adultes craignent, pas tous, mais certains craignent le numérique et les pratiques numériques des adolescents parce que ces pratiques sont en grande partie invisibles, comme l'ont effectivement, et Serge Tisseron a raison sur la question du terrain vague, toujours été les pratiques adolescentes aussi. Et les adultes craignent parce que ce sont aussi des pratiques qui donnent le sentiment de ne pas être du tout régulées. Or, là où ils ont en grande partie tort, c'est que quand on observe les pratiques des adolescents, on se rend compte qu'il y a une grande régulation interne qui s'opère, que les frontières pour eux sont quand même majoritairement très claires. Il y a beaucoup de travaux qui convergent dans ce sens-là, et notamment les travaux de Claire Ballet qui montrent par exemple qu'il y a une intimité, certes, qui est questionnée avec le numérique, mais que les adolescents redéfinissent les contours de ce qu'est l'intimité pour eux sur les réseaux sociaux, ce qui signifie qu'ils ont bien une projection du territoire qu'ils investissent, et que finalement ce territoire n'est pas finalement si vague que cela. C'est pour les adultes qu'il l'est. Alors, si ce territoire est vague pour les adultes, Serge Tisseron ajoute « Ne soyez pas amis de vos enfants sur Facebook ». Vaste débat. Les parents peuvent être amis de leurs enfants sur Facebook. Leurs enfants créeront simplement un autre compte. Tout à fait. Et d'ailleurs, les adolescents que moi j'ai rencontrés, quand je leur ai demandé est-ce que tu me permets de voir ton compte Facebook, évidemment avec toi, sur place, il ne s'agissait pas pour le coup que moi je devienne amie avec eux. À chaque fois, la question que j'avais, c'était lequel? Parce qu'il y a le compte pour les parents, donc où on est amis avec les parents. Il y a le compte pour l'école, qui n'est pas toujours exactement le même que celui avec les parents. Et il y a le compte perso.
perso, qu'on pourrait finalement définir comme le compte intime. Alors, ceci étant, quand on regarde l'évolution de la pratique des adolescents sur les réseaux sociaux, bon, aujourd'hui, c'est un peu moins d'un sur deux sont sur Facebook, 42% sur les dernières enquêtes, et on les trouve un peu plus nombreux sur Instagram et sur Snapchat. Quelle lecture on peut en donner ? On va faire une lecture finalement assez simple, je pense, en termes d'usage informationnel, c'est-à-dire que les pratiques infocommunicationnelles se développent sur un certain nombre d'outils, de plateformes, et elles évoluent avec le temps, avec les différentes expériences socialisatrices que l'acteur va avoir, et ça va se traduire par des migrations d'outils. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'outil est complètement abandonné. On peut y revenir, quoi. On peut y revenir, et puis on va aussi avoir une multiplication des outils qu'on va exploiter, mais qu'on va exploiter du coup à des fins différentes, dans des situations différentes ou avec des personnes différentes. Snapchat par exemple reste, en tout cas pour le moment, un territoire très adolescent, où on va partager les photos entre ados se connaissant, étant sur un régime de proximité très fort, alors que sur Facebook, on va être sur une mise en scène, et sur une mise en scène aussi à destination des adultes. Le numérique interroge donc. Ce d'autant plus que l'accélération des technologies fait qu'on est toujours en retard par rapport à ces mêmes technologies. Et dans l'imaginaire éducatif donc, ce nouvel outil va remplacer l'expertise humaine. Doit-on s'en inquiéter? Et surtout, doit-on poser un discours un peu plus rationnel? Alors sans aucun doute, un discours plus rationnel. L'enseignement, c'est pas le jeu de Go. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est de l'interaction humaine, c'est des méthodes pédagogiques, c'est la prise en compte de besoins, certes éducatifs, pédagogiques, cognitifs, mais aussi émotionnels, langagiers. Et je crois que les enseignants n'ont pas vraiment à s'inquiéter pour le coup sur cette question, mais je comprends leur inquiétude parce que les discours qui sont véhiculés autour de la création de contenus pédagogiques ou de dispositifs numériques sont quand même des discours qui ont tendance à parfois, pas toujours, mais parfois à complètement effacer l'enseignant. Les élèves, de toute façon, clairement, ne sont absolument pas demandeurs d'un effacement de l'enseignant. Vraiment. Les élèves sont attentifs à ce que l'enseignant prenne soin d'eux, soit soucieux de leurs apprentissages et de leurs usages, notamment sociaux. Mais pour autant, ils reconnaissent et ils appellent à l'expertise de l'enseignant. Alors, est-ce que le numérique ne serait qu'un objet d'apprentissage? Le numérique, c'est un outil d'apprentissage, mais comme tout outil. C'est-à-dire que finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'apprentissage? Est-ce que quand on parle d'apprentissage, on est sur l'idée d'un apprentissage académique, prescrit, dans un cadre défini, avec évaluation institutionnalisée? Dans ce cas-là, oui, le numérique peut. Tout à fait. Mais comme un autre objet. Comme un autre objet, et puis pas obligatoirement. C'est-à-dire qu'en même temps, le numérique, c'est avant tout un objet d'apprentissage informel, d'apprentissage de soi, de la socialisation, des différents réseaux d'interaction que je peux mettre en place ou exploiter à des fins de connaissance sur le monde, sur moi-même. Je crois qu'on oublie aussi ça, c'est-à-dire qu'on est toujours, quand on est face à un outil, dans l'idée qu'il faut qu'il serve à apprendre, mais dans l'idée forcément d'apprendre de manière académique. Et je crois que du coup, on néglige tous les apprentissages informels qui se développent. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'adolescents qui appartiennent à différents types de communautés. Alors, il y a aussi ceux qui sont sur des groupes Facebook de loisirs plus ou moins avouables d'ailleurs pour leur génération. Une adolescente que, par exemple, j'ai rencontrée qui fait du tricot. Certes, c'est pas un apprentissage académiquement prescrit,
Mais cette adolescente, elle développe à travers cette pratique à la fois un apprentissage de son loisir créatif, mais aussi, donc ses techniques, etc., mais aussi tout un apprentissage de comment je m'adresse à qui, dans quelles circonstances, comment aussi je vais techniquement pouvoir utiliser tel ou tel logiciel pour designer aussi ses patrons. C'est sa dernière découverte qu'elle a pu partager avec des membres de son groupe. Donc on est vraiment sur des apprentissages plus larges d'une vie sociale, apprentissages qui par contre sont transférables et convoqués dans la vie académique, entre guillemets. Alors, vous exercez à l'ESP de Rouen. Oui. Et en lien avec la question précédente, donc je vous posais la question simple. Alors, pourquoi apprendre le numérique par le numérique à l'ESP, si effectivement ça peut ne pas concerner directement les apprentissages académiques? Ah, mais on apprend à écrire et on apprend à lire, et finalement, après, mon élève va peut-être lire tout Dragon Ball, et effectivement, dans le cours de français, on va rarement faire appel à Dragon Ball. Enfin, voilà. Alors, plus précisément, pourquoi? Parce que ce sont ce qu'on appelle des technologies intellectuelles aussi, ces outils numériques, qui supposent aussi une prise de conscience de ce que Dominique Cardon, par exemple, appelle la boîte noire. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, tous ces algorithmes aussi qui sont Tout ce qu'il y a derrière faits à l'écran. nos dépens, tout ce qu'il y a derrière l'écran, qui conditionne nos comportements de navigation, qui conditionne nos traces, qui conditionne donc notre identité. Donc, ça me paraît essentiel. Pourquoi aussi? Parce que y a une culture médiatique qui, à mon avis, doit vraiment s'imposer. Alors, je préfère même parler de culture informationnelle, parce que c'est beaucoup plus large, englobant. Et cette culture de l'information, elle suppose que je comprenne les logiques de production de l'information, les logiques culturelles, économiques, politiques, qui vont sous-tendre la diffusion aussi de l'information sur Internet. Et là, pour le coup, on est dans des apprentissages qui, peu importe qu'ils servent directement ou non le cadre académique, même s'il me semble que construire un esprit éclairé, c'est très dans la mouvance quand même de l'école selon Condorcet, donc il me semble que ça correspond. Mais au-delà de même cela, je crois que ce que ces apprentissages d'une culture de l'information aussi favorisent, c'est une émancipation critique, consciente, de l'être humain, et dans toutes les différentes sphères qu'il va avoir à fréquenter et à explorer lors de sa vie, quels que soient les réseaux auxquels il va devoir faire appel. Donc essentiel pour les futurs enseignants, dont vous avez dit, et dont je partage tout à fait le point de vue, qui sont tout à fait utiles et nécessaires aux élèves. Bien sûr, alors c'est une évidence en fait. Je crois que on le sent encore plus peut-être aujourd'hui. De toute façon, les jeunes enseignants que j'ai en charge, par exemple, sont pleins de questionnements sur le numérique. Et eux-mêmes, qui pourtant appartiennent à cette fameuse génération, normalement, eux-mêmes me posent souvent des questions qui peuvent paraître naïves. On peut se dire... C'est étrange qu'ils ne sachent pas, mais parce qu'ils ont une pratique du numérique, ils ont des usages diversifiés. Pour autant, on ne leur a pas véritablement, tant que ça, appris à fouiller cette boîte noire, finalement. Et je crois que par contre, ils ont en charge un domaine qui est passionnant, qui les passionne, parce que je pense que... on a toujours eu en tête, quand on est devenu enseignant, enfin je veux dire, moi je suis devenue aussi enseignante pour ça, on a toujours en tête de créer du lien, de donner du sens social à ce qu'on fait, et on a toujours eu en tête de dire mais l'école c'est aussi une ouverture sur le monde, et prendre en charge le numérique comme objet d'enseignement-apprentissage, c'est développer une culture de l'information qui est partie prenante aujourd'hui d'une culture générale, convocable à travers la vie professionnelle, personnelle, et qui va permettre aussi finalement, alors je suis désolée de jouer sur ce titre, mais qui va vraiment permettre tout au long de la vie de grandir connecté. C'est vraiment, je pense, ce rôle essentiel que les enseignants
ont et vont